éclaire le tribunal arbitral sur différents points techniques du dossier. Concernant le déroulement de l'audience, le tribunal arbitral a décidé d'organiser la séance en 3 temps distincts. Donc tout d'abord, l'expert exposera le déroulement de sa mission et les conclusions auxquelles il est arrivé. Ensuite, le tribunal arbitral interviendra pour poser des questions nécessaires à éclairer sa future décision. Et enfin, les avocats pourront intervenir pour des questions complémentaires s'ils le souhaitent. Nous allons pouvoir commencer la première étape. Pour ce faire, nous allons demander à M. Philippot de se présenter, sa qualité d'expert, et de nous rappeler aussi le terme de sa mission, pour ensuite nous présenter ses conclusions. À vous, monsieur. Très bien, je vous remercie. Donc, Philippe Beau, expert inscrit à la Cour d'appel de Lyon. Donc, le tribunal m'a désigné pour calculer le préjudice économique qu'aurait subi la société Dupont du fait de la rupture prématurée du contrat. Donc, j'ai pu organiser 2 réunions techniques au fin d'entendre les parties et de recueillir de leur part l'ensemble des documents qui m'ont été nécessaires. J'ai eu un dire de chaque partie que j'ai joint au pré-rapport que je vais exposer devant vous. Je vais venir directement à mes conclusions. Donc, j'estime que la société Dupont a subi un préjudice direct que j'ai évalué à 551 000 € du fait de la perte de marge attendue sur les 4 années qui restaient à couvrir du contrat, c'est-à-dire de 2014 à 2017. Et j'ai estimé un préjudice indirect du fait d'une perte de résultat d'exploitation de 500 000 € relativement à ces 4 exercices. Mais comme les autres activités qui ont été entre-temps développées par la société Dupont ne sont pas suffisantes pour assurer sa pérennité, les dirigeants ont décidé de liquider la société de manière amiable. Et il y a donc une perte de chance de ne pas avoir pu céder les parts de la société. J'ai estimé que la perte de valeur des parts s'élève à 300 000 €. Bien entendu, je laisserai le soin au tribunal de décider la probabilité de cette perte de chance. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie, monsieur l'expert. Nous allons donc poser des questions. Est-ce qu'un arbitre a une question à poser en premier lieu? Moi j'ai une question. Je voulais savoir, parce que il y a en effet vous considérez qu'il y a l'existence d'un préjudice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, en espèces, on peut considérer qu'il y a un préjudice commercial et ou économique? Très bien. Alors, distinguer le préjudice commercial, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires, et la perte de marge. Alors, il y a un débat sur perte de marge, moi, un certain nombre de charges qui ont un certain degré de variabilité par rapport au chiffre d'affaires. Autrement dit, si on perd du chiffre d'affaires, on perd bien sûr les achats relatifs à la perte de chiffre d'affaires. C'est la raison pour laquelle on cherche, nous les experts, à déterminer la perte de marge brute, qui est la différence entre le chiffre d'affaires et les achats. Mais il peut y avoir toute une série de charges qui seront évitées du fait de la perte de chiffre d'affaires. Par exemple, les frais de transport achat, de vente, etc. Et donc, c'est bien cette perte de marge brute moins un certain nombre de charges variables par rapport au chiffre d'affaires qu'il faut rechercher. Donc, voilà la distinction, effectivement, entre le préjudice commercial d'une part et le préjudice économique. Alors, ici, au cas particulier, le préjudice économique est double, donc il est d'abord direct, c'est-à-dire la rupture du contrat va faire manquer 4 années d'exercice à la société Dupont, 2014 à 2017, et compte tenu du plan d'affaires qui avait été défini, je vous rappelle que compte tenu d'une contrefaçon, l'activité de la société a commencé à décroître très fortement à partir de 2010, mais les produits contrefaits ayant été retirés du marché, on a retrouvé un niveau d'activité, alors pas comme au début, mais un certain regain d'activité
à partir de 2013. Et donc le forecast avait été revu avec la société Brown, et c'est donc sur cette base d'un nouveau forecast que j'ai établi la perte de préjudice économique, donc, que j'estime à 551 000 euros, c'est-à-dire qui correspond à la perte de marge brute moins les fameuses charges variables qui ont été évitées. Et l'autre préjudice, c'est donc un préjudice indirect, et qui est du fait de la décision qui a été prise par la direction d'arrêter l'activité et de liquider la société, et bien d'avoir pu éventuellement, au terme du contrat initial 2017, voire au-delà, d'avoir pu céder les parts de la société. J'ai estimé que la valeur actuelle de ces parts s'élève à 300 000 euros. Voilà quelle est la constitution du préjudice subi par la société. Alors, on est là dans une situation de perte de marge, de perte de chance pour le deuxième préjudice. Et comme vous le savez, la jurisprudence est constante sur la qualification de la perte de chance. Il s'agit de la perte de chance de ne pas avoir pu profiter d'opportunités favorables. Alors, quelle est l'opportunité, la probabilité d'opportunité qui aurait pu permettre à la société de vendre, enfin aux dirigeants, aux actionnaires de vendre les parts de cette société? Bon, c'était évidemment assez difficile à déterminer. Vous verrez dans mon rapport, j'ai objectivé autant que possible cette probabilité, mais évidemment, il appartiendra au tribunal de la décider. Merci pour votre réponse. Moi, j'avais également une question. Celle-ci se portait sur l'évaluation qui est faite de l'influence de la distribution exclusive sur le préjudice qui a été subi par la société. Alors, c'est-à-dire donc le contrat qui était entre les deux sociétés, c'était un contrat de distribution exclusive. Et est-ce que le fait que ce soit un tel contrat, ça a eu une influence sur l'évaluation du préjudice? Pas pour moi, puisque en fait, moi je me suis calé sur le forecast, que la distribution soit exclusive ou pas. Il y avait un forecast qui avait été établi et qui valait contrat en quelque sorte entre les parties. Comme je vous l'ai dit, donc du fait de cette contrefaçon qui est apparue en 2010, évidemment la société n'a pas pu, et ce qui explique d'ailleurs la forte baisse d'activité observée en 2013, puisque le nombre d'unités vendues ne sera que de 32 526 en 2012. Mais le forecast a été revu entre les parties, et moi je me suis calé uniquement sur l'écart entre ce que la société aurait pu réaliser comme volume et ce qu'elle n'a évidemment pas pu réaliser du fait de la rupture du contrat. Le fait que la distribution soit exclusive ne change pas grand-chose par rapport à ça. S'il y avait eu d'autres distributeurs, c'est quand même bien sur la base du forecast qu'on aurait basé le préjudice. Alors, j'avais aussi une question. Je voulais savoir si, par rapport à la situation de perte de la société, nécessaire de payer de la part de l'autre, je voulais savoir si vous avez pris en compte cette baisse de la vente dans l'évaluation de l'économie économique de la société privée, si vous étiez simplement basé sur les ventes antérieures et sans prendre en compte une quelconque cours de baisse ou des ventes. Alors je vous ai assez mal entendu, désolé, et je vais reformuler votre question pour m'assurer que j'ai bien compris. Est-ce que j'ai tenu compte du nouveau forecast, du nouveau prévisionnel d'activité, du fait de la contrefaçon, c'est bien ça? La contrefaçon, je ne sais pas, mais disons que dans la lettre adressée par l'avocat allemand de la société Brown, celui-ci faisait valoir que les commandes opérées par Dupont ont cessé de baisser au fil du temps. Et donc, je voulais savoir si quand vous avez évalué le préjudice économique de la rupture, vous aviez tenu compte de cette tendance à la baisse des ventes.
Bien sûr. Alors, ça aurait été, effectivement, cette baisse aurait été du fait, entièrement du fait de la société Dupont. Il est évident que le préjudice aurait été beaucoup plus faible. On aurait pu anticiper que la société Dupont n'avait pas mis les moyens commerciaux suffisants pour assurer la vente du produit. Voilà. En l'occurrence, ça n'est pas le cas puisque il y a eu cette contrefaçon qui explique la forte baisse de l'activité. Hein. Et donc, moi, je me suis contenté de repartir sur de nouvelles hypothèses de prévision en termes de nombre d'unités vendues pour calculer le préjudice. Hein. Mais il est évident qu'en l'absence de contrefaçon, si la baisse est uniquement du fait de la société Dupont, elle ne peut pas prétendre avoir des ventes manquées, bien entendu. Hein. Et par conséquent, elle ne peut pas prétendre à avoir subi un préjudice. Pour ma part, je voulais vous demander si, à contrario, concernant la société allemande, si pour justement le calcul du préjudice, on ne pouvait pas prendre en compte le fait que la société allemande aurait pu anticiper justement cette baisse de vente, et notamment eu égard au fait que c'était une distribution exclusive avec du coup la société française. C'est pas évident parce que la société allemande n'a pas la maîtrise du marché français. Hein. C'est bien son distributeur, la société Dupont, qui a la maîtrise du marché français, hein, et qui doit mettre tous les moyens pour appréhender le marché et effectivement accomplir les prévisions sur lesquelles les deux sociétés seront mises d'accord. Donc, je ne pense pas que la société Braun ait une quelconque responsabilité dans le succès ou dans l'insuccès de la commercialisation du produit sur le marché français. Je vous remercie pour votre réponse, monsieur Exner. Je vous en prie. J'ai une dernière question. Est-ce qu'au regard du contexte économique actuel et de la baisse remarquée dans les 2 dernières années de la demande, est-ce qu'en effet, il n'y avait pas possibilité pour les entreprises des deux côtés de prévoir soit un avenant au contrat, soit d'anticiper un peu plus, voilà, mais des deux côtés, en fait, ensemble? Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous que ce contrat me semble peut-être pas suffisamment étayé pour envisager une évolution extrêmement favorable, au contraire extrêmement défavorable de l'activité du marché français. En particulier, rien n'est prévu en matière précisément de contrefaçon. Que se passe-t-il s'il y a un nouvel entrant, etc. Donc le contrat ne prévoit rien à ce sujet. Donc moi, je me suis évidemment contenté de lire le contrat et de déterminer le préjudice compte tenu des clauses contractuelles. Mais je suis d'accord avec vous que le contrat aurait pu être sans doute mieux bordé dans des cas un peu exceptionnels. D'accord, merci. Et moi, j'ai une dernière question. C'était, est-ce que vous pensez que la baisse des ventes n'est pas liée à l'arrivée sur le marché de produits qui seraient concurrentiels? Et si c'est le cas, si ces produits ne sont pas plus évolués techniquement, et du coup que les produits de la société ne seraient pas tombés un petit peu en désuétude? Ok, bon, alors là, je fais une petite incise. Moi, je suis parti de l'hypothèse qu'il y avait une contrefaçon. Hein. Bon, je trouvais ça plus rigolo. Ça permettait de relancer le débat. Bon, mais ok, peu importe. Et partons de l'idée que effectivement, il y a un nouvel entrant avec un nouveau produit, avec des fonctionnalités supérieures. Bon, et là non plus, le contrat ne prévoit rien. Donc en fait, là, en l'occurrence, le préjudice aurait été différent, c'est-à-dire que la société n'aurait pu prétendre à des ventes manquées bien inférieures à celles que j'ai établies jusqu'ici, puisqu'on serait sur un produit en déclin et peut-être avec une extinction purement et simplement de la capacité de vendre ce produit sur le marché. Donc au cas particulier, les ventes manquées auraient été très faibles et par conséquent le préjudice économique d'autant plus faible aussi. Mais là, bon, c'était pas l'hypothèse que j'ai retenue.
Et sinon, oui, en effet, il aurait fallu faire une enquête et évidemment la société Brown n'aurait pas manqué de mettre en avant cette hypothèse de produits concurrents, montrant qu'elle était par conséquent bien légitime à mettre fin rapidement au contrat, puisque le préjudice de son distributeur français n'était pas si important. Une dernière question pour ma part. Vous nous avez dit tout à l'heure que le chiffre d'affaires à la société Dupont dépendait énormément du chiffre d'affaires réalisé par les capsules d'eau. Je voulais savoir, vous avez abordé cet angle sous l'angle de la perte de chance. Est-ce que, de la même manière, est-ce que ce n'était pas risqué au regard de la part que prenait le chiffre d'affaires concernant les capsules sur le chiffre d'affaires total de n'avoir que cette ressource là, puisqu'on voit que les conséquences, c'est aujourd'hui une liquidation de la société. Ok. Alors effectivement, moi je suis parti de l'hypothèse que, compte tenu de la durée limitée du contrat, jusqu'en 2017, que la société Dupont a entre-temps développé d'autres activités, évidemment non concurrentielles. Mais pas suffisamment, alors on peut lui reprocher, bien entendu, pas suffisamment pour assurer sa pérennité en cas de déclin du produit et par conséquent de l'incapacité à l'activité Brown, du produit Brown, d'assurer sa continuité. Donc c'est la raison pour laquelle on rentre dans cette notion de perte de chance, de ne pas avoir pu céder la valeur actuelle de ses parts. Mais effectivement, la société Brown peut très bien avancer qu'elle a été imprévoyante et qu'elle aurait pu développer, compte tenu de ses compétences, compte tenu d'un certain nombre d'actifs, elle aurait pu développer peut-être une activité plus importante encore, lui permettant d'assurer sa pérennité. Nous vous remercions, monsieur l'expert, pour l'ensemble de ces éclaircissements. Je pense que pour les arbitres, il n'y a pas d'autres questions. D'autres questions pour les arbitres à destination de monsieur l'expert, ou nous donnons la parole aux avocats? En ce qui me concerne, j'attends que l'on donne la parole aux avocats maintenant. Très bien. Si les avocats ont des questions complémentaires à destination de l'expert, ils ont la parole. Bonjour, je suis l'avocate de la société de Mandres, la société Dupont. Et du coup, je suis assez satisfaite de vos conclusions. Et je voudrais savoir ce que vous prenez en compte. Est-ce que vous avez pris en compte les pertes annexes dans le calcul des dommages et intérêts du préjudice, à savoir le licenciement, les conséquences de la cessation d'activité, l'amortissement des matériels spécialement acquis par l'entreprise pour mener à bien ses obligations. Enfin, je voulais savoir qu'est-ce que vous prenez en compte en fait comme dépenses. Merci. Alors vous avez raison, je rajoute à la perte de chance de céder les parts de la société les coûts de liquidation qui vont là aussi entamer la valeur des parts. Donc il faut bien prendre en compte les coûts de liquidation de la société. Très bien, merci. Pour moi, j'ai plus de questions. Bonjour, donc je suis avocate défendresse. Vous avez, monsieur Beau, fait part du fait que la société Dupont avait la maîtrise du marché français. Donc c'était sans doute à elle de mieux maîtriser ses ventes. Est-ce qu'on peut vraiment envisager une perte de chance à ce niveau-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de baisser ce montant? Ok, alors, comme je vous l'ai dit, moi je suis parti de l'hypothèse qu'il y avait une contrefaçon, ce qui a avili évidemment le marché du produit. Mais
je suis parti, enfin, imaginons que ça ne soit pas le cas, que ce soit un problème purement de marché, nouvel entrant. Moi, je me suis établi sur le nouveau forecast qui a été élaboré entre les deux sociétés et qui a été pour moi la base du calcul. Donc maintenant, si vous me dites que un autre forecast, d'autres prévisions ont été faites, évidemment, je réviserai mon calcul de préjudice. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir, je suis l'avocat de la société P1. Je suis légèrement sceptique quant à l'évaluation du préjudice que vous avez formulé, puisqu'en effet, nous sommes d'accord pour dire qu'il y a une rupture des relations contractuelles. Je vais dire qui sont annexés dans la que la société a besoin des temps et qu'à terme, cela pourrait signifier une. Donc, à votre avis, ne faut-il pas prendre en compte cela, cette perte à terme de la clientèle? Et je suis désolé, je vais vous faire. Il y a un petit problème technique là. Je vous demanderai de formuler votre question si vous voulez bien. J'ai pas entendu. Et vous m'entendez? Oui. Ah, très bien. Alors, je reformule ma question. Je suis donc légèrement critique sur la quantification de la perte de en effet. Mais on peut supposer qu'il peut y avoir une perte à terme des bénéfices et donc à terme des clients. Donc, est-ce qu'il, dans le calcul du préjudice, ne faut-il pas prendre en compte cela à terme? Est-ce que quelqu'un peut reformuler, enfin répéter la question parce que il y a un problème technique là, ça a bien démarré mais après j'ai plus entendu. Bon, cette disparition de maître Chervel, est-ce que un avocat a encore une question à poser? Non, aucune question. Très bien, écoutez. Bon, je vous mets sur une piste. Brown peut effectivement dire que la société Dupont n'a pas fait tout ce qu'elle fallait pour visualiser le marché, faire en sorte que le produit soit incontournable, éviter la contrefaçon, éviter l'entrée de produits concurrents, etc. Enfin, bon, Brown peut se défendre. Aucune partie ne va intervenir sur cette intervention. Si, je vais reprendre la parole, s'il vous plaît. Oui, et nous souhaiterions aussi revenir sur la perte d'exploitation, le préjudice indirect, qui nous semble évalué par rapport au contrat et aux conditions que vous dites avoir prises en compte. Est-ce que vous pourriez les redétailler, s'il vous plaît?
Alors, je vous répète, le préjudice direct, hein, c'est la perte de marge sur les 4 années qui restaient à courir du contrat, d'accord, 2014 à 2017. Et donc, il y a une perte de marge sur un forecast qu'on m'a donné, qui semble avoir été établi entre les parties. Hein, je vous donne les volumes qui étaient attendus pour chacune des années. 2014, 80 000. 2015, 100 000, 2016, 150 000 et 2017, 170 000. Donc, compte tenu des prix unitaires, du chiffre d'affaires manqué, de la perte de marge brute, moins un certain nombre d'autres charges directes manquées, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, donc des frais de transport ou des choses comme ça, le total de cette perte de marge contributive s'élève à 551 000 euros. Alors, pour moi, il n'y a pas de perte de chance parce que on sait qu'on a 4 années qui restent à courir, ça c'est vraiment une durée certaine. Quant aux prévisions, on m'a assuré qu'elles avaient été établies en concertation entre les deux parties. Donc pour moi, ces deux aspects étant certains, je dirais que la perte de marge nette est certaine également. Donc, il n'y a pas de notion de perte de chance, c'est un préjudice direct. En ce qui concerne le préjudice indirect, comme je vous l'indiquais, la société a évidemment fort opportunément développé d'autres activités, sachant la fin de son contrat en 2017 avec la société Brown. Simplement, l'arrêt plus rapide que prévu du contrat Brown ne lui a pas permis de développer suffisamment rapidement cette nouvelle activité. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas pérenne et les dirigeants ont décidé sa liquidation amiable. Et donc c'est bien la perte de chance de céder les parts de la société, plus effectivement des coûts de liquidation, que j'ai estimé à 300 000 euros. Ici, on est dans une perte de chance. J'ai estimé cette perte de chance à 50%, parce qu'effectivement, on n'est pas certain que la société aurait pu, développer de toute façon une autre activité, assurant sa pérennité, et que deux, elle aurait pu céder les parts de cette société un jour. Et donc, j'ai estimé cette perte de chance à 50%. Évidemment, il appartiendra au tribunal de trancher. Maître Didier, êtes-vous satisfaite de cette réponse? Vous voulez réagir? Oui, j'attends de voir si mon confrère a d'autres questions, mais pour l'instant, a priori, ce sera tout pour nous. Merci beaucoup. Oui, c'est ça. Maître Lacaille, pas d'autres interventions? Lacaille? Oui. Oui, bien écoutez, a priori, tout le monde a tous. Oui, pardon, c'est bon. Très bien. Alors, nous aimerions remercier tout le monde de nous aujourd'hui. Monsieur l'expert en premier, les arbitres, et ensuite, bien sûr, les parties et leurs représentants. Nous aurons une prochaine séance pour notamment finir la délibération et conclure sur ce dossier qui se déroulera normalement le mardi 18 mars à 20h et qui se trouvera au même endroit. Très bien. Merci beaucoup à tous et bonne soirée. Merci, maître, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Bien.